Dans les coulisses du grand passé, 2 stars ont leur loge attitrée. Néandertal, bien sûr, ici l'homme de la Ferracie, et le non moins célèbre homme de Cro-Magnon, notre ancêtre direct. Dorénavant, il faudra faire place aussi à un 3e revenant, l'homme de Denisova, qui a réussi à s'imposer en ne dévoilant que son petit doigt, à vrai dire un fragment, associé à une dent, ce qui fait de lui un cas à part, mais un cas à part entière. Puisque pour le moment, l'homme de Denisova, c'est le seul homme préhistorique mieux connu par son ADN, qu'il soit mitochondrial ou nucléaire, que par ses ossements. Et vous avez des agrandissements de 2 images qu'on a pu faire grâce à, bien sûr, tout ce que les collègues russes nous ont confié, de certaines dents de l'homme de Denisova, que vous allez retrouver ici, ce sont les pièces originales, et du tout petit morceau de phalange de doigt, du petit doigt, qui a servi à obtenir ces résultats sur l'ADN. Ici, vous avez des agrandissements. Là, au niveau de cette vitrine, pièce 23, vous avez les originaux de Denisova qu'on voit en Europe de l'Ouest pour la première fois. Vous verrez pour combien c'est tenu. Ténu, mais suffisant. Et c'est là que réside la prouesse scientifique. Suffisant pour établir au Max Planck Institut de Leipzig en Allemagne le génome complet de cet homme de Denisova, issu des monts de l'Altaï en Sibérie. Ces outils les plus anciens sont datés, pour l'heure, de 280 000 ans, tandis que ces parures, en marbre, en os et en dents d'animaux, auraient 50 000 ans, soit 10 000 ans de plus que les parures qu'on croyait jusque-là, compte tenu des fouilles menées en Europe de l'Ouest, l'apanage des seuls hommes modernes. Bref, cet homme de Denisova, surgi de l'Est, est génétiquement et culturellement fascinant. Alors Bruno, on a l'impression que grâce à cette splendide exposition, on peut discuter un peu de ce passage tellement passionnant entre l'homme de Néandertal, le monde dit moustérien, et l'homme moderne, nos ancêtres directs, et qu'on a des éléments venant de plusieurs parties du monde qui alimentent un débat et qui le font vraiment évoluer. Alors, complètement, puisque nos collègues russes, avec les fouilles qu'ils mènent sur ce territoire de l'Altaï, nous disent qu'il y a un paléolithique supérieur à peu près âgé de 50 à 35 000 ans, beaucoup plus vieux que le nôtre, qui serait trouvé dans ces gisements-là et dont l'artisan ne serait pas les hommes modernes et qui viendrait du substrat moustérien local. Donc là, on est dans une hypothèse complètement différente de celle que nous, on a en Europe de l'Ouest. C'est une vraie petite révolution, ça. Avec des parures ? Avec des parures, avec des objets magnifiques. Bon, certaines d'entre eux, comme le petit bracelet, est supposé pouvoir être plus récent. Ça a été écrit par des collègues, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais oui, si tout ça est en place et si tout ça appartient au même environnement, au même contexte, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent en Europe de l'Ouest. C'est du jamais vu. Et si on va plus loin, donc dans ce que ça nous enseigne ? Eh ben, ça nous enseigne que tout reste à comprendre, qu'il faut complètement revoir tous les schémas qui étaient les nôtres. Ça ne veut pas dire que nos schémas en Europe de l'Est soient faux. Ça veut dire que ce qu'on a bâti en Europe de l'Ouest, ce n'est pas applicable là-bas. Oui. Tout simplement. Donc, comme ça nous oblige à réfléchir différemment à notre histoire à nous. Donc, si vous voulez, on est vraiment là au cœur de la recherche, au cœur des débats, même si pour l'instant on n'est pas vraiment capable, comme j'imagine mes collègues vous l'ont dit, de trancher dans un sens ou dans l'autre. L'idée d'ailleurs a été de présenter non pas une thèse, mais les thèses défendues par les collègues, si vous voulez, plusieurs scénarios, plusieurs thèses, en remarquant qu'aucune n'est vraiment contradictoire vis-à-vis de l'autre, et en remarquant aussi que sur un même site, selon la façon dont on aborde la question, des chercheurs d'une même nationalité vont aboutir à des conclusions qui sont pas radicalement différentes, puis qui sont quand même assez différentes. Donc ça prouve que le débat est quand même justement très vivant et très ouvert. Et j'ai l'impression, si je puis me permettre, M. Cleyer-Merle, ça va ouvrir la discussion sur ce qu'on avait un peu creusé comme un fossé profond entre le paléo moyen et le paléo sup, entre Néandertal et l'homme moderne, et que là, peu à peu, ce fossé se transforme plutôt vers une continuité. Oui, non, mais j'imagine mes camarades vous en ont déjà parlé, mais c'est vrai qu'on est face à 3 humanités dont on peut supposer qu'ils ont des capacités cognitives à peu près équivalentes,
Et donc ce passage à la modernité est-il imputable à une seule humanité qui aurait distribué sa science auprès des autres, ou est-ce que finalement chaque humanité n'était pas capable d'eux, mais n'a pas forcément eu le temps pour des raisons qui nous échappent? C'est vrai qu'on va plutôt dans ce sens. Enfin, voilà. Alors ça prouve que la noblesse, la force de la science de la préhistoire, c'est son côté foncièrement capable de se remettre en cause, de faire son autocritique, d'être grâce à ça complètement subversif par rapport à tous les clichés. Un petit peu, ouais, tu as raison. C'est effectivement ça, on se renouvelle et on est obligé de revoir nos grands paradigmes à l'aune des découvertes des autres collègues à partir du moment où on les accepte et de continuer à travailler. Je pense que les contacts qui seront pris entre la communauté russe et la communauté française, en tout cas bordelaise, grâce à cette expo qu'on va essayer de poursuivre en octobre en faisant un workshop entre nous pour confronter nos idées, nos méthodes de fouille, permettra de tisser ces liens et d'aller encore plus loin. Mais c'est pour ça qu'on aime faire ce métier, c'est parce qu'on n'a aucune certitude et qu'on s'amuse toujours avec des hypothèses. Notre préhistoire est imprévisible. Totalement imprévisible, mais on l'adore pour ça. Merci. Avec plaisir.